Avant d'être des acheteurs, on est surtout des vendeurs. Et en fait, il y en a beaucoup qui pensent que faire du marchand, c'est bien acheter. Oui, mais c'est toute petite partie du business. Ce qui compte, c'est de vendre. Je préfère faire 3 OP à 50 000 euros de marge que de me tanker avec une OP à 200 000 euros de marge que je vais mettre 24 mois à sortir. Je vais économiser mes frais de portage en le mettant sur Airbnb. Bon, je l'ai mis sur Airbnb, génial. Il s'est rempli l'été, complètement. Sauf que tous les gens qui voulaient le visiter, ils pouvaient pas. Parce que du coup, je crée de la frustration en n'ayant pas la possibilité de faire visiter avec les locations, quoi. Dans l'achat-revente immobilier, une multitude de stratégies coexistent. Celles qui attirent le plus d'attention sont souvent les plus complexes, des gros œuvres, du gros œuvre, division technique, montage juridique. Des opérations à fort enjeu, réservées, semble-t-il, aux profils les plus aventureux. À l'inverse, des opérations plus simples et moins grosses sont souvent très convoitées et donc plus concurrencées. Résultat, moins de marge de négo, plus de difficultés à tirer son épingle du jeu. Alors, partant de ce constat, comment vivre sereinement de son activité de marchand de biens, sans travaux lourds, sans viser le million d'euros par opération et sans partir dans tous les sens? C'est ce qu'on va explorer dans cet épisode du jour avec Romain Franck, notre invité. Romain est marchand, discret mais efficace, ancien juriste puis manager dans un cabinet de recrutement. Il s'est reconverti dans l'immobilier avec méthode et clarté. Aujourd'hui, il vit son activité qu'il développe sur un marché local, une station balnéaire de la côte Picarde. Son approche repose sur 3 piliers simples: comprendre son marché mieux que personne, créer de la valeur sans faire de travaux et de faire tourner les opérations rapidement pour garder du cash et de la clarté mentale. Dans cet épisode, tu vas découvrir son parcours de reconversion, les critères précis qu'il utilise pour guider ses choix, ses opérations les plus marquantes et les vraies leçons qu'il tire de la vente, des relations agents et des négos parfois tendus. Si tu veux te lancer comme marchand ou progresser dans ton sourcing et ta stratégie de revente, tu vas trouver dans cet épisode des repères solides et du retour d'expérience intéressant pour toi. Et si l'activité de marchand de biens t'intéresse et que tu souhaites te lancer de façon professionnelle, je te recommande de rejoindre le cercle MDB. Je suis adhérent, Romain également, et il y a une prochaine journée découverte intéressante pour toi qui sera du côté de Beauvais en septembre. Toutes les infos sont sur le lien investisseur avec un s40.com/cercle, CERCLE. Tu peux postuler là-bas directement. Allez, sur ce, on attaque notre conversation sur l'achat-revente en toute sérénité avec Romain. C'est parti. Salut Romain. Salut Paco. Bienvenue chez les investisseurs 4.0. Bah écoute, merci beaucoup de me recevoir. Un auditeur de longue date d'ailleurs, on s'est connus au tout début de l'aventure, je crois. J'avais lancé le podcast, tu m'avais contacté sur Insta, ça fait presque 5 ans. Exactement, je pense que tu as commencé en 2021. Et moi, c'est l'époque où j'ai un peu changé de vie, donc j'étais pas mal axé sur le développement perso, les finances personnelles, l'IMO. Ouais. Et du coup, bah, je suis tombé sur ton podcast à ses débuts et j'aimais bien. Donc, et puis après, on s'est retrouvés dans le cercle des marchands de biens. Donc c'est sympa. Ouais, nos routes se sont croisées carrément. Exactement. Top. Bah écoute, on va parler justement marchand. Je serais très intéressé de connaître un peu ton parcours, comment tu as vu les choses, comment ça s'est inscrit aussi dans ton parcours de vie, dans ta carrière aussi. Est-ce que tu pourrais te présenter brièvement déjà pour les gens qui te connaissent pas? Bien sûr. Donc, Romain Franck, j'ai 44 ans. Aujourd'hui, je suis dans une activité à 100% dédiée à l'achat-revente immobilier pro, donc marchand de biens. Depuis, on va dire, 3 années. J'ai créé ma boîte en 2022. C'est ma 3e vie professionnelle depuis que j'ai commencé à bosser. Je suis passé par plusieurs métiers. On va dire que j'ai commencé dans le métier du droit, puisque j'ai une formation juridique. J'ai un master 2 que j'ai fait dans le secteur du droit de l'entreprise, plus particulièrement dans la distribution. Et puis, de fil en aiguille, j'ai fait donc du droit, mais j'ai rapidement vu que c'était un métier juriste d'entreprise assez long pour monter des échelons, et puis très gras de papier, très derrière ton bureau et le nez dans les codes. Moi, j'avais besoin d'un peu plus d'action. Donc j'ai changé, au bout de 5 ans, je suis parti faire du recrutement, donc rien à voir, dans un cabinet spécialisé justement sur les métiers du droit et de la fiscalité qui s'appelle Fed Légal, qui est membre du groupe Fed, qui est un groupe de recrutement français indépendant, et je suis devenu consultant recrutement. Donc j'ai fait ça pendant une dizaine d'années. J'ai gravi les échelons, je suis devenu manager, j'ai eu des équipes et tout, c'était très sympa. Et puis j'avais quand même envie de m'émanciper dans l'entrepreneuriat. Et puis j'avais commencé à faire de l'IMO, mais plutôt dans le mode investissement locatif. Et donc je me posais la question de savoir quel était le métier qui pouvait me permettre de vivre de l'IMO. Et puis comme moi, j'étais pas une machine à cash flow, malgré
malgré le fait qu'il y a quelques années, les taux étaient quand même plus attractifs et qu'on pouvait, avec des stratégies bien avancées, faire beaucoup de cash flow sur de la coloc, de la LCD ou des logements atypiques ou ce genre de choses. Moi, je me suis dit, ça va être compliqué quand même de remplacer mon salaire avec des cash flows. Bon, à moins de vraiment y aller à fond, mais je sentais que les banques, à un moment donné, elles avaient les rouillés. T'avais la limite des 35%, t'avais des choses qui faisaient que ça me semblait compliqué. Donc, naturellement, je me suis rapidement intéressé au métier de marchand, parce qu'en fait, c'est le métier qui ressort quand tu veux essayer d'avoir une activité immobilière et d'en vivre. Et donc, du coup, je me suis renseigné sur ce métier. J'ai regardé un peu ce qui se faisait sur le net, quoi, et j'ai identifié rapidement 2 acteurs qui se démarquaient. Il y avait Yoni, le marchand de biens, que tu as reçu d'ailleurs sur ce podcast, qui je trouve qui est un mec très bien, qui avait monté une formation, enfin qui fait de la formation à distance et en présentiel, avec un contenu très quali. Et puis sa formation est éligible au CPF. Et puis moi, dans mon ancien boulot, j'avais du CPF que je n'avais pas utilisé, donc je me suis dit, tiens, t'as qu'à prendre la formation de Yoni. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai commencé un peu à la suivre, à distance, je n'ai pas été en présentiel. Et l'autre personne que je suivais sur les réseaux qui parlait de marchand, c'était Sébastien Velu, du Cercle. Il venait de créer le Cercle, en fait. Donc je ne savais pas trop ce que c'était, mais je commençais à avoir un mouvement qui naissait, un collectif là-dessus, et donc je le suivais. Et puis, en fait, je me suis intéressé au Cercle déjà dès 2020, je pense, 2021. J'avais eu Arnaud Duvivier au téléphone. On avait échangé, mais à l'époque, j'étais pas prêt. Enfin, j'avais mon boulot, j'avais ma famille. Enfin, j'étais pas prêt à faire le move, quoi. Et puis finalement, il y a eu le Covid. 2020, 2021, il y a eu le Covid, ouais. Et avec ma femme, nous, on avait acheté, il y a quelques années déjà, ça va faire 10 ans maintenant, on avait acheté une maison en baie de Somme. Puisque quand on était parisien, on était locataire. Mais on s'est rapidement dit, tiens, pourquoi on s'achèterait pas, plutôt que de s'acheter un appart à Paris, pourquoi on s'achèterait pas un truc pour les week-ends, pour y aller avec notre petite fille. On venait d'avoir une petite fille. Moi, j'ai une fille qui est née en 2016, Alma. Et puis on s'est dit, tiens, pour aller faire les week-ends, tu vois, ce serait quand même plus sympa qu'on parte de Paris. Donc on s'est acheté une maison voilà, sur la côte Picarde. Et puis forcément, on est venu y faire nos confinements. Puis après, au bout du 2e confinement, je dis à ma femme, mais en fait, pourquoi on ne viendrait pas ici? Pourquoi on ne viendrait pas s'installer ici? Parce que finalement, on est quand même bien. On a une maison, elle est déjà là, elle est déjà financée par la banque. On n'a pas tout à recommencer, tu vois. Il faut juste qu'on monte le projet, quoi, entrepreneurial, quoi. Et donc voilà, et donc on s'est lancé comme ça. Moi, j'ai bénéficié à l'époque de dispositifs de démission création, en fait. Donc j'ai monté tout mon projet en fait en étant encore chez Fed Légal. J'ai été accompagné par d'ailleurs c'était l'APEC ou le cadre emploi, je sais plus, mais j'ai eu un conseiller qui m'a accompagné dans le montage de mon dossier de créateur d'entreprise dans l'activité de marchand de biens. Donc j'ai fait tout ça, j'ai eu un avis positif de leur part. D'ailleurs le fait d'avoir pris la formation de Yoni, ça m'a aidé aussi à montrer que j'étais déjà un peu impliqué dans le truc, quoi. Et du coup grâce à ça j'ai pu démissionner et toucher le chômage pendant 2 ans, parce que moi en plus je fais partie de l'ancienne formule, quoi. Et puis par mon ancien métier, j'avais un métier commercial, donc j'étais quand même incentivé sur le chiffre d'affaires. Et pendant 10 ans j'ai fait ça, et j'étais manager, donc j'ai eu la possibilité de gagner des primes assez intéressantes quand même, ce qui m'a permis d'investir dans l'IMO, ce qui m'a permis d'en mettre un peu de côté. Et donc tout ça fait que quand on est parti avec ma femme et quand on s'est installé dans notre maison qu'on avait déjà, on avait un peu de liquidité pour commencer, en fait. Voilà. Et puis moi, j'avais le chômage. Donc, en fait, c'était une transition assez douce, finalement. Voilà. En locatif, tu avais fait quoi jusqu'à alors, juste alors Alors, en locatif, j'avais fait quoi donc, en fait, mon premier investissement, c'est ma maison. Celle que j'ai. Donc, c'était pas une RP, mais c'était plutôt une résidence secondaire. Et puis ensuite, j'ai fait une coloc. J'ai fait une colocation en région lilloise. Donc j'ai acheté une maison, j'ai fait totalement rénover avec un artisan. À l'époque j'avais un bon taux, je crois que j'avais pu emprunter sur 25 ans. J'ai fait aussi un investissement locatif à Pantin, donc dans un programme neuf en VFA, un appartement qu'on a toujours, qui est loué à l'année en meublé. La coloc on l'a revendue entre temps, et puis j'ai acheté, alors c'est du locatif, mais c'est pas vraiment du locatif cash flow ou rentable, c'est vraiment du locatif patrimonial. Quand en 2018, moi j'ai mon papa qui est décédé, et puis avec mon frère et ma sœur, on a liquidé un peu le patrimoine,
Et on a vendu notamment la maison de mon père. Et bon, avec l'argent de la maison de mon père, je me suis dit, tiens, j'ai un peu d'argent, qu'est-ce que j'en ferais? Est-ce que je continue à faire du locatif un peu coloc ou meublé, ou est-ce que je fais autre chose? Et puis en fait, je me suis intéressé à la LCD. J'avais envie de faire de la LCD, mais je voulais un truc dont je pouvais en bénéficier moi-même. Et moi, j'adore la montagne. Enfin, je suis né à la montagne, même si j'y ai pas vécu beaucoup, mais je suis né en Haute-Savoie. Donc, j'ai toujours eu une appétence pour les sports d'hiver, tu vois, le ski, le snowboard. Et du coup, j'ai dit à ma femme, ça te dirait pas qu'on trouve un truc à la montagne? Et en fait, il se trouve que ma femme, elle est d'origine gapençaise. Et donc, j'ai découvert les Alpes du Sud un peu avec elle et avec ses parents, avec mon beau-frère. Et d'ailleurs, mon beau-frère, il est professeur de ski à l'ESF dans une station de ski des Alpes du Sud. Et donc, j'ai découvert avec eux ce spot. Et donc, j'ai dit à ma femme, tu voudrais pas qu'on aille s'acheter un truc là-bas? Les Alpes du Sud, donc c'était en 2019. Donc, il y a 6 ans, c'était pas aussi coté qu'aujourd'hui. Alors, ça dépend, il y a des coins cotés, mais moi, le coin que j'avais, dans lequel mon beau-frère et ma belle famille allaient est moins coté. C'est le Dévoluy, en fait. C'est un massif entre Gap et Grenoble, grosso modo, pour situer. Et j'ai dit, on pourrait peut-être s'acheter un... Alors, au début, j'ai pensé à un appart, mais en fait, j'ai commencé à regarder les prix et j'ai vu qu'on pouvait peut-être acheter un petit chalet, tu vois, un petit chalet à rénover et tout. Et donc, c'est ce qu'on a fait. Donc, aujourd'hui, j'ai un chalet à la montagne qui est classé 4 étoiles, que je mets sur Airbnb et que je loue aussi en direct, quoi. Et c'est aussi ma maison de vacances, puisque finalement, ma maison de vacances d'avant, c'est devenu ma résidence principale. Et ce chalet est devenu un peu ma maison de vacances. Donc, j'y vais l'été, j'y vais l'hiver. Je vais avec des amis, j'y vais en famille. Et donc, c'est aussi devenu un bien locatif. Et quand j'ai quitté mon ancien emploi, donc en 2021, juste avant de quitter mon ancien emploi, j'ai mis tout en place pour refaire des nouveaux crédits. Donc, j'ai acheté en SCI une maison que j'ai fait en colocation. Et comme ma femme est kinésithérapeute libérale, on a acheté un local dans lequel elle exerce aujourd'hui son activité de kiné. Dans la ville dans laquelle on s'est installé, enfin, dans laquelle on avait déjà notre maison de campagne, si tu veux. Et tout ça, je l'ai fait avant d'être au chômage, parce que je savais très bien que j'aurais pu, après, lever de la dette quand t'es au chômage, c'est compliqué, quoi. Ouais, il faut au moins que tu aies les 3 années de bilan sur l'activité. Il y a un gap, là, carrément à faire. Exactement. Donc, en fait, en locatif, aujourd'hui, je dis souvent, je fais tout. Je fais de la coloc meublée, je fais de la LCD meublée, j'ai de l'appart meublé, et j'ai aussi du local pro. Le seul truc que je fais pas encore, c'est de la location de nu. Mais là, je vais en faire en marchant, parce que là, je suis en train d'acheter un bien, ouais. Et j'ai une locataire dedans que j'aimerais me le revendre, mais je pense que ça va être compliqué de me le faire financer. On verra. J'espère que s'il y en a qui veulent me financer. Voilà. Tu nous racontes un peu le parcours, ton parcours en marchand, du coup, sur les 3 dernières années, hein, si je compte bien. Exactement. À peu près. Et tu vois, la particularité que tu as, toi, c'est que même si tu avais une résidence déjà secondaire dans ce lieu en baie de Somme, quand tu y allais, j'imagine, c'est la découverte pour ton activité, en tout cas, des partenaires locaux, comment construire toute une activité autour de ça. Tu peux nous raconter un peu comment tu... Bien sûr. Au début, je savais pas trop sur quel pied danser, parce que je me persuadais, j'avais des biais de conviction, de persuasion, en me disant, à partir du moment où tu arrives quelque part, il y a un marché immobilier. Dès que tu as un marché immobilier, tu peux faire du marchand. Grosso modo, si on analyse les choses froidement, c'est vrai. Sauf que faut quand même bien analyser sa ville pour voir est-ce que c'est une ville homogène, est-ce que c'est une ville hétérogène, quels sont les prix. Donc moi, j'ai pris le temps de découvrir un peu les particularités immobilières de ma ville. Il se trouve que je suis dans une ville qui est une résidence secondaire, enfin qui est une ville de résidence secondaire, donc c'est une station balnéaire. Et donc, moi, j'ai la particularité d'avoir 80% des biens dans ma ville qui sont des résidences secondaires. Donc, déjà, ça m'a donné une première indication, c'est de dire qui sont les propriétaires de ces biens-là. C'est des gens qui ont une résidence principale. Si tu analyses les choses objectivement, donc ça veut dire que c'est des gens qui ont déjà investi, qui ont déjà des liquidités et qui peuvent, du coup, s'acheter un deuxième bien qui est un bien plaisir. Donc, naturellement, c'est des gens qui n'ont pas ou peu de difficultés de se faire financer. Donc, déjà, c'était un premier indicateur pour me dire, OK, c'est un bon marché. Parce qu'en fait, ça veut dire que moi, en tant que vendeur, futur vendeur sur ce marché, je vais retrouver face à moi des acquéreurs, des clients, qui sont des gens qui sont finançables, qui sont solides et qui viennent avant tout se faire un achat plaisir. Donc, on est dans un contexte plutôt sympa et plutôt sécure.
bien évidemment, au début, j'avais pas de partenaire, j'avais pas d'apporteur d'affaires, je partais de zéro. Donc, il a fallu que j'aille voir les agents immobiliers locaux, que je discute avec eux. Au début, on m'a un peu pris pour le Parisien qui arrive et qui veut faire son trou. Il y en a certains qui m'ont un peu regardé de haut et tout, mais c'est pas grave. Moi, j'étais déjà commercial dans mon ancien métier, donc j'ai eu l'habitude d'aller démarcher des gens et de leur expliquer ce que je faisais. Sachant que là, la démarche est un peu différente, puisque quand je faisais du recrutement, j'allais démarcher des directeurs juridiques, des RH, et en gros, je venais leur vendre des honoraires, parce que bon, tu prends un mandat, tu dois vendre des honoraires. Là, en l'occurrence, quand tu es marchand, tu vas démarcher les agences, mais c'est plutôt toi qui vas les payer. Donc en fait, si l'agent il est un peu malin, il se dit c'est du chiffre d'affaires qui est potentiel, quoi. Donc tu vends pas justement de la prestation de service ou des honoraires, t'es potentiellement un payeur d'honoraires, un payeur de commission d'agence. Donc bon, si les agents qui voient l'intérêt, ils comprennent tout de suite et puis ils ont envie de travailler avec toi. Il y a peut-être la similarité, en tout cas, du fait que ça soit très compétitif, très concurrencié. Ce que tu faisais avant aussi, et ce que tu fais aujourd'hui maintenant, où les agents IMO, ils sont inondés d'investisseurs qui leur demandent des choses et il faut passer à votre devant. Ouais. Quoi. Ouais, alors du coup, oui, c'est vrai. Cela étant, moi dans ma ville, je pense que les investisseurs sont assez connus puisque c'est plutôt des commerçants qui ont bien roulé, qui ont bien réussi, qui ont acheté beaucoup pour faire du locatif saisonnier, parce que chez moi c'est ce qui fonctionne, hein, grosso modo. Il y a des gens qui font du marchand. Enfin, il y a un gros marchand promoteur sur ma ville, mais qui est pas très apprécié d'ailleurs des agents locaux. Mais bon, il est connu, voilà, il est là, il fait encore des promotions là actuellement. On n'est pas vraiment sur les mêmes produits et on n'est pas vraiment en concurrence lui et moi, mais voilà. Mais bon, grosso modo, j'ai analysé ma ville et j'ai vu qu'on était sur une ville qui était assez patrimoniale parce qu'on est globalement à plus de 3500 € le mètre carré sur les appartements. Ça peut monter jusqu'à 7000 en face mer. Et en maison, on oscille entre 2 et 4000 €, tu vois, entre 2000 € et 4000 € en fonction des prestats. Bon, 4000 €, c'est quand même rare, peut-être pour des petites maisons, mais globalement, on va être entre 3000 et 3005, tu vois. Je dirais que 3005, c'est un peu le prix moyen de ma ville. Et c'est un bon prix, en fait, pour faire du marchand, parce que c'est au-dessus du prix moyen du marché immobilier français. Et globalement, c'est aussi pour des biens qui sont quand même à rénover. Donc, les biens qui vont être entièrement rénovés, coup de cœur, ils vont se vendre plutôt dans les 5 000 – 6 000 €, tu vois. Tu démarres, toi, en essayant de te faire un trou auprès des agents pour sourcer les biens, ou tu démarres plus en disant, finalité, qu'est-ce qui sort, quel est le produit demandé par le marché, En fait, au début, je sais pas trop comment faire, et donc je fais un peu comme tout le monde. Alors, je m'éparpille dans mes recherches, mais je reste très focus sur mon périmètre géographique. C'est-à-dire que au départ, je sais pas ce que je dois acheter et ce qui va se revendre. Donc en fait, donc comme je ne sais pas quel produit acheter, je me dis déjà, restreins-toi sur le périmètre géographique. Et donc j'ai pris le pari, moi, de me restreindre à ma ville. J'ai commencé, j'ai fait que ma ville. Je voulais pas analyser d'autres marchés, quoi. Et c'est une ville de 1500 habitants, donc tu vois, c'est pas une ville énorme. Avec une particularité, c'est qu'il y a de la saisonnalité. Donc, tu as des gens qui cherchent pour leur résidence secondaire. Tu as quelques personnes qui cherchent pour leur résidence principale, mais c'est vraiment résiduel. Bon. Et en fait, du coup, je regardais ce qui sortait, je regardais les prix mètres carrés, un peu comme tout le monde. Tu vois, je me disais, tiens, est-ce que le prix mètre carré est plus intéressant que le prix moyen ? Est-ce qu'il y a une création de valeur possible ? Alors que ce soit la rénovation, de la division, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et au début, j'ai été visiter pas mal de choses. J'ai été visiter des choses qui me semblaient à potentiel, donc plutôt des choses à rénover. Et puis donc du coup, j'ai noué des relations avec des agents. Et en fait, ma première OP, ça s'est fait comme ça. En fait, je suis allé visiter un appartement qui était à rénover, qui était bien placé. Mais j'ai rapidement vu à la visite que ça allait être compliqué quand même en termes de négo, puis en termes de prix de sortie, portage de travaux, enfin, ça me paraissait compliqué. Et puis, l'agent me dit, on vient de rentrer un bien qui n'est pas encore sur le marché, enfin qui n'est pas diffusé, tu vois, sur le net, qui n'est pas très loin de l'agence, on peut aller le voir si vous voulez. Donc on y est allé. Et puis en fait, je me souviens bien de cette visite parce que c'était un monsieur qui vivait avec son chien. Bon, c'était un peu le bordel chez lui. C'était mal rangé, il y en avait partout, c'était fouillis, enfin, c'était vraiment... J'ai fait la visite, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là ? Pourquoi il me présente ça, tu vois, je vois pas le truc. Et puis bon, sortir de la visite, il me donne les chiffres quand même de vente, les mètres carrés, bon. Puis je pars chercher ma fille, à l'époque, elle était à la crèche. Puis sur la route, je fais quand même rapidement le ratio, tu vois, le prix mètre carré. Je me dis, ah ouais, attends, c'est quand même pas cher, là. On est quand même pas mal du tout. Puis l'emplacement est pas mal.
Il faut peut-être que je reconsidère les choses et que je vais rentrer à la maison, puis je vais faire mon tableau d'analyse décisionnelle, le fameux tableau qu'on a dans le cercle MDB, là, qui est vachement bien, qui nous permet de poser les chiffres et de voir si l'opération est rentable. Et donc j'ai posé les chiffres. Et c'était rentable. J'ai dit, ouais, ok, bon, là, il y a vraiment un truc à faire. Et en fait, au début, je savais pas comment j'allais le monter. Je me suis dit, bon, je vais faire une réno. Enfin, globalement, je vais faire la réno. Et en fait, je me suis dit, mais j'achète tellement bien que je peux peut-être ne pas faire la réno, revendre à un bon prix, qui est un prix moyen acceptable pour un bien qui est à rafraîchir. Parce qu'en fait, c'était pas pourri, si tu veux. C'était à rafraîchir. Et une fois que l'appartement, on l'a vidé, une fois qu'il était nettoyé, le potentiel, il était là, en fait. C'était un duplex. Il y avait une belle hauteur sous plafond à l'étage. Il y avait un balcon. J'avais une place de parking. J'étais sur l'avenue principale, mais j'étais en contrefort de l'immeuble, donc j'étais pas directement sur la rue, tu vois. Donc j'avais plein de choses qui fait que l'appartement avait des atouts, mais il méritait d'être mis en valeur, en fait. Et autre chose, la rénovation, enfin le ravalement de façade avait été fait juste 1 an avant. Donc visuellement, la copro était belle, tu vois. Et j'étais au rez-de-chaussée, donc pas de problème pour les seniors, tu vois. Enfin bon, toute petite copro, hein, petite copro de 4 ou 5 lots. Et du coup, je me suis dit, je vais travailler avec la décoratrice avec qui j'avais déjà bossé pour faire du locatif, avec qui j'avais fait une coloc, qui est Lisa Baldeschi. Lisa, si tu écoutes ce podcast, je te salue. Avec qui je travaille depuis très longtemps et on a fait plein de projets en marchant ensemble. Et je lui ai dit, voilà, écoute, est-ce que tu peux me sublimer cet appart ? Aujourd'hui, il est comme ça. Comment tu verras les choses ? Elle me dit, tu veux quoi comme style ? Je lui dis, tu sais, on est en bord de mer, donc plutôt le style bord de mer, un peu évasion, décoration et tout, quoi. Et elle m'a proposé quelque chose. Et en fait, quand elle m'a envoyé les visuels, c'était canon, quoi. Je dis, ouais, c'est cool. Et je suis allé voir l'agent qui m'a présenté l'affaire en disant, faut vendre ça, quoi. Et lui me dit, non, mais moi, je vais pas mettre ça, c'est pas de l'existant, moi, je mets les photos de l'existant. Bon, ok. Je dis, ouais, c'est dommage. Mais bon, je dis, prenez-les. Et puis, au moins, les gens qui vous demandent de visiter l'appart, ou voilà, envoyez-leur la mise en situation, quoi. Puis moi-même, à l'époque, je communiquais beaucoup sur mon Insta, je faisais des stories. D'ailleurs, dans le cercle, ils se foutaient de moi parce qu'ils me disaient, alors Romain, ta LCD, c'en est où ? Parce que je vendais ça comme de la LCD, en fait. En disant, tiens, ça peut être rentable si tu veux la louer. J'avais fait des études avec une conciergerie pour voir combien ça se louait, quel était le taux de rentabilité au prix où moi je le vendais. Donc, globalement, on était pas mal, on était entre 8 et 10%. Alors, in fine, après, je me suis rendu compte que pour la location LCD, le marché recherche plus, en fait. Et c'est là où je me suis rendu compte que ma ville n'était pas forcément une ville de LCD, ou alors sur des gros trucs, ça peut être le cas, mais c'est plutôt une ville où, en fait, les gens qui veulent y investir et font de la LCD, c'est un mix entre, en fait, de la location saisonnière et un investissement plaisir. C'est la cerise sur le gâteau, la LCD, temporairement quelques mois, mais ils veulent. Ouais, globalement, c'est des gens qui veulent en profiter. Donc, en fait, si tu veux faire de la LCD pure et faire de la renta, ma ville n'est pas la bonne ville. Parce qu'en fait, le prix de mètre carré est déjà trop élevé par rapport à ce que tu vas louer. Par contre, c'est une ville qui est quand même patrimoniale et qui se loue très bien en location saisonnière. Ça, c'est OK. Mais je pense qu'il y a des coins, tu vois, Marne-la-Vallée, il y a d'autres coins en France où tu fais beaucoup plus de renta en LCD que chez moi, quoi. Bon, bref. Donc, je communiquais beaucoup sur les réseaux, machin et tout, en essayant d'avoir un peu d'attraction de potentiels prospects, quoi. Et puis, en fait, vu que l'agence voulait pas mettre les annonces avec les visuels, j'ai dit, écoute, je vais le faire, moi. Je vais me faire mon annonce Le Bon Coin, et puis je vais mettre mes visuels que Lisa m'a fait, quoi. C'est ce que j'ai fait. Et puis, en fait, j'ai quelqu'un qui m'a contacté et qui m'a dit, on voudrait venir visiter. C'était un couple, des gens de Rouen. Et quand ils sont venus visiter, ils m'ont dit, vous savez, en fait, on a remarqué que c'était le même appartement que l'agence avait. Mais en fait, les photos de l'agence, ça nous donnait pas envie. Mais vous, ce que vous avez fait, ça nous donne vachement envie. Donc, on a voulu venir voir l'appart. Donc là, tu vois, déjà, je me suis dit, ok, donc là, déjà, ça a cassé un premier en me disant, en fait, il faut diffuser avec tes visuels parce que sinon, c'est con, c'est du travail perdu. C'est-à-dire, si c'est pour les garder dans un dossier et les envoyer que à ceux qui veulent venir visiter ou que à ceux qui... C'est débile. Autant les mettre en ligne tout de suite, tu vois. Tu l'as sucré, l'agent ? T'es passé devant ou... Non, je l'ai quand même rémunéré parce que du coup, je crois qu'on n'avait pas négocié d'exclusivité à l'époque, mais je vais quand même redonner un billet parce que en disant partenariat, tu vois, voilà. Et donc, les gens sont venus visiter, ils se sont projetés et il se trouve que le monsieur en question était assez bricoleur, il avait déjà fait du locatif, ils avaient des biens et quand il a vu ce qu'il fallait faire, il a dit non mais pas de problème. Moi, je vais la rénover, je sais comment faire et tout. Et donc, ils sont venus, ils ont visité le matin, ils sont allés déjeuner, ils m'ont rappelé après le déjeuner, ils m'ont dit on peut revoir. Je dis pas de problème, venez. Ils sont revenus. On a fait l'offre dans l'appart et c'est parti. Et j'ai fait
Alors, je sais plus si c'est 45 ou 50% de marge, mais j'ai fait une énorme marge sur ce produit-là. Et les gens étaient contents. Donc, je me suis dit, en fait, je vends le bon prix, tu vois. Enfin, je suis pas en train de survendre un produit. D'autant que je l'avais pas rénové, tu vois. J'avais juste fait des visuels et je crois que j'avais modélisé peut-être les travaux. Enfin, en tout cas, je devais avoir un chiffrage travaux, mais finalement, je m'en suis pas servi parce que la personne en question, elle a elle-même rénové. Voilà. Donc, gros gain de confiance sur la première OP qui a un taux de marge extraordinaire. Ouais. Alors après, ça reste des petits montants parce qu'on va remettre sur son contexte. C'est un appartement que j'avais acheté 80 000 €. Tu vois? Donc 80 000 €, un 45 mètres carrés en duplex. Déjà, c'était un très bon coup à l'achat. Ça, je le sais. Et en plus, deuxième effet qui se coule, c'est que il était jamais sorti en fait sur le marché puisque je l'ai eu tout de suite et je l'ai acheté tout de suite. Ce qui fait que quand il est sorti sur le marché, alors via l'agence et via moi, bah, le prix affiché était le premier prix connu, si tu veux. Ça, c'est quand même assez confortable. Et donc, j'ai acheté 80, j'ai revendu 130. Enfin, voilà, globalement, je ne sais plus exactement les chiffres, mais on est là-dedans. 128 peut-être, avec les frais, etc. Donc, ça m'a quand même vachement mis en confiance. Et je me suis dit, donc, tu peux faire des flips. Tu vois, le fameux flip. Alors, il n'était pas parfait, hein, parce que moi, j'ai porté le produit pendant quelques mois, hein, mais c'est OK, tu vois. Mais tu n'as rien fait dans l'appart. J'ai rien fait. Juste non, des je l'ai nettoyé. Ouais. Je l'ai nettoyé, j'ai fait travailler Lisa, et ça a bien marché comme ça. Et donc, bah, je me suis dit, OK, continuons, poursuivons, quoi. Et en fait, cette agence-là m'a présenté une autre affaire, rapidement, en me disant, bah, là, un lot de 2 maisons, sur une même parcelle. Une maison début de parcelle, une maison fond de parcelle. Donc, en fait, bah, là, c'était assez simple. Il fallait faire une division. Alors, au début, je disais que c'était une division de bâti, mais en fait, c'est pas une division de bâti, puisque Laurence m'a repris. C'est une division parcellaire avec bâti existant. Et là, pareil, on a acheté. Donc là-dessus, j'ai voulu m'associer avec quelqu'un parce que je voulais me faire financer par la banque. Parce que ma première OP, je l'avais fait à fonds propres. En fait, j'avais pas pris de banque. Et sur cette opération-là, où l'agence m'a proposé ces 2 maisons à diviser, j'ai voulu m'associer. Donc, je me suis associé avec quelqu'un dans le cercle. Et pareil, on a fait 30%. Alors, j'ai fait moins en pourcentage de marge, j'ai fait moins, mais on a fait une belle marge. On a fait 30%. On a acheté 140, je crois, et on a dû vendre plus de 230, un truc comme ça. Bon, après, avec les frais, tout ça, on est arrivé à une marge globale à plus de 60 000 €, je crois. 65 000 € on a dû faire de marge sur cette opération. Ce qui était pas mal. Et pareil, on n'a pas fait de travaux. C'est-à-dire que là, encore une fois, alors là, j'ai appris à faire de la division. C'est-à-dire que j'ai appris Veolia, j'ai appris Enedis, j'ai appris les servitudes, le tréfonds, servitude de passage, parce qu'en fait, on avait un seul accès pour les 2 maisons. Donc tout ça, c'est une OP qui m'a appris la division. Et je me suis dit, OK, donc la division, c'est bien aussi. Parce qu'en fait, pareil, pas de travaux ou des très faibles travaux de plomberie, travaux d'élec, obtenir le consuel pour le nouveau lot qui est créé, etc. Mais en fait, globalement, pas très compliqué, quoi. Par contre, ici, on avait quand même 2 maisons qui étaient globalement à rénover, dont une qui avait une toiture en très mauvais état. La première, on l'a vendue assez rapidement et on l'a vendue à des investisseurs d'ailleurs qui font de la LCD. Mais si tu veux, pour le prix d'une maison sur ma commune, on était quand même très attractif parce qu'on avait acheté l'ensemble. On a acheté un ensemble de 2 maisons qui étaient à rénover, donc on a eu un prix dès le départ qui était quand même plutôt bien. Et en redécoupant forcément et en ramenant au prix mètre carré, il y avait tout de suite de la marge, même s'il fallait faire des travaux. Donc c'est pour ça que la division, moi je conseille, c'est quand même une bonne technique pour dégager des marges sans aller forcément chercher de la création de valeur avec les travaux. Après, on aurait pu faire les travaux et aller chercher de la création de valeur, sauf qu'on était quand même dans des petits produits faibles mètres carrés. C'était des maisons qui faisaient 50 mètres carrés, tu vois, grosso modo. Ouais. Donc on n'aurait pas gagné énormément si on avait fait les travaux. Peut-être même qu'on aurait été un peu cher d'ailleurs, alors que finalement, là, en vendant des produits pas chers à rénover, bah, en fait, on avait de l'attractivité. Et ce qui fait que la première maison, on l'a vendue à un investisseur, et la deuxième maison, on l'a vendue en fait à des gens qui étaient en résidence principale dans ma ville, mais en appartement. Et en fait, ils ont vendu leur appartement pour acheter notre maison, parce qu'en fait, ils nous ont dit, mais en fait, il n'y a pas de maison à ce prix-là sur la commune. Tu étais bien positionné en termes de prix. J'étais très bien positionné. Ouais, ok. Et est-ce que derrière, après, parce que c'est 2 typologies là, différentes que tu nous présentes sur les OP, est-ce que celles d'après, les suivantes, c'était sur le même type de mode opératoire? Toujours. Ouais. Toujours. En fait, moi, j'ai fait que ça jusqu'à présent. Tu vois, donc, pour reprendre première OP, j'ai fait ça, le flip. Deuxième OP, je me suis associé. J'ai refait une OP après mon flip. J'ai refait une autre OP en fait en fonds propres que j'ai tout de suite réinvesti. J'ai refait un deuxième flip sur un appartement
qui était mal commercialisé. En fait, j'ai vu une annonce sur Le Bon Coin d'un appartement très très bien placé, donc avec dans une résidence, pareil, une résidence qui avait été refaite au niveau des communs, donc très bien. Balcon, vue mer latérale, donc très très bien placé. Et en fait, la personne, elle le vendait, mais il y avait un box dans la résidence, un vrai box parking, tu vois, sous-sol, quoi. Et en fait, le prix, moi j'ai vu que le prix, c'était le prix d'un appartement sans le box. Donc j'ai dit, bah, je vais l'acheter, puis je vais valoriser le box. Et au final, la marge que j'ai faite, c'est la marge d'un box. Sauf que j'ai quand même vendu le box à la même personne qui m'a acheté l'appart, si tu veux. C'est juste que dans la façon de monter le projet, je l'ai valorisé en mettant un prix pour le box. Voilà. Et là, j'ai fait exactement la même chose qu'avec ma première OP, c'est-à-dire que j'ai rappelé Lisa en disant, écoute Lisa, j'ai un appart là, il est à rafraîchir, c'est un studio avec balcon, vue mer latérale, ascenseur, parking. Mais tu vois, je suis quand même toujours vigilant aux caractéristiques des biens. C'est-à-dire que tu peux pas faire un flip si le bien il n'a pas d'ascenseur, s'il n'y a pas de parking, s'il n'y a pas de balcon. Tu vois, moi, je ferai jamais un appartement sans extérieur, par exemple. C'est un truc que je me refuse. Parce que je sais que je me mets les deux pieds dedans. Je vais me couper une grosse partie du marché. Surtout moi, je suis en secteur balnéaire. Les gens, ils veulent être à l'extérieur. Donc, ils veulent un jardin, un jardinet, un balcon, une terrasse, quelque chose qui leur permette de profiter d'un extérieur, tu vois. Un appart sans balcon, sans jardin, sans terrasse, j'y vais pas. Même s'il est top, hein, mais j'y vais pas. Parce que je sais que je me coupe du marché, quoi. Et donc là, j'ai fait ça. Et pareil, j'ai fait un flip. J'ai dû gagner 24 000 euros. Grosso modo, le prix d'un box. Voilà. Et après, je me suis dit, bah écoute, finalement, tu arrives à identifier des petites anomalies de marché, parfois directement des vendeurs eux-mêmes, parce que tu sais, il y a des gens, ils veulent pas passer par des agents IMO. Hein. Il y a plein de gens aujourd'hui qui aiment pas vendre par des agents. Ils vendent eux-mêmes sur Le Bon Coin. C'est pas forcément des jolies photos, c'est pas toujours très bien commercialisé. Donc je traque un peu ça, tu vois, sur le on market, mais ça c'était du on market. Hein. Les deux autres OP dont on a parlé, c'était du off, c'est l'agent qui me l'avait amené. Mais j'en ai trouvé d'autres en on market ensuite. J'ai fait une autre opération de flip aussi. Ça c'est marrant parce que j'étais avec ma fille, on se baladait à vélo. Et on se balade, donc chez moi, il y a une grande pinède, en fait, il y a une grande forêt de pins sur la côte Picarde, côte de Pâle, on a pas mal de forêts de pins, ça ressemble un peu à Hollande, c'est très joli. Et il y a des quartiers avec des maisons, c'est assez sympa, tu vois, ça fait très vacances, très bord de mer. Et c'est un quartier dans lequel je me balade régulièrement, parce que j'aime bien les voir, tu vois, c'est joli, et puis pour voir s'il n'y a pas des biens à vendre, tu vois. Et un jour, on y va, et je vois une maison avec un panneau de vente dont je reconnais pas le panneau de vente. Je me dis, c'est pas un acteur local, ça. C'est pas une agence locale. Et en fait, c'est un notaire qui était un notaire alors, pas très loin, mais du département du Pas-de-Calais, mais qui n'était pas un notaire local. C'est un notaire qui était à 150 bornes d'ici, si tu veux. J'appelle. Et donc, c'est une succession, globalement. Et là, l'étude de notaire, enfin, le négociateur de l'étude de notaire me dit, c'est à vendre à 100 000. Oh. Je me dis, c'est 50 000 trop bas. Donc je lui dis, ok, je veux visiter très très vite. Moi j'habite là, enfin j'habite dans le secteur, donc je peux être là lundi matin. Il me dit, bah attendez, parce que moi j'ai 120 km à faire. Bon, écoutez, le mieux que je peux faire, c'est mardi, quoi. Bon, bah ok, venez mardi. Donc il vient le mardi, bam, je lui fais l'offre. Au prix, enfin, je crois qu'au début, je la tente un peu moins, mais sans condition. Et il me dit, non, c'est au prix ou rien. Je dis, bah ok, au prix, mais avec condition. Il me dit, ok, pas de problème. Super confiant. Alors là, je suis sur ma 4e ou tu vois, 5e OP, je suis hyper confiant. J'en ai fait d'autres, ça s'est bien passé. Là, je le sens hyper bien. Direct, j'appelle 2 agents avec qui j'ai commencé à fidéliser la relation. Je leur dis, viens voir, j'ai un truc là. Ils viennent les deux, je leur dis, c'est quoi ton prix? Ils me disent, 150, facile. Ah, je dis, ouais, je le savais. Bon, déjà, ça me confirme mon prix, tu vois, que j'avais estimé moi. En fait, si tu veux, ils avaient estimé que le bâti, mais pas du tout le quartier. En fait, le quartier, il est hyper demandé. Donc, en fait, j'avais des pins centenaires sur le terrain, j'avais un beau terrain de 500 mètres carrés. Alors, j'avais un petit chalet qui était globalement à rénover, mais qui était pas pourri, déjà. Et en fait, qui était dans un secteur assez demandé, quoi. Donc, j'étais hyper confiant. Donc là, je me dis, voilà, je vais chercher le financement, quoi. Parce que là, j'ai pas besoin d'un associé, je vais le faire seul. Je suis bon dans mon estimation de prix sortie, j'ai des estimations de prix de sortie qui sont cohérentes avec ce que j'ai estimé moi, j'ai une marge et tout. Bam, je monte mon dossier, je vais voir la Banque Populaire qui m'avait financé une autre opération de division foncière que j'ai faite par ailleurs, on n'en a pas parlé, mais je t'en parlerai après si tu veux. Donc c'était ma 2e OP que je voulais me faire financer. Et là, ils me font non, pas possible.
Alors je leur dis pourquoi. Il me dit, bah vous faites rien, il n'y a pas de création de valeur, et puis nous, vos prix, on n'y croit pas. Alors je dis, mais vous êtes fous, attendez, j'ai des avis de valeur, c'est même pas des amis à moi qui les ont fait, c'est des vrais agents locaux, enfin c'est très sérieux, c'est des gens qui ont pignon sur rue, qui connaissent le marché très bien et tout. Ouais, mais non, nous, on n'est pas d'accord, on prendra pas le risque, step by step, voilà, débouclez déjà votre première opération que vous faites financer, bon, bref. Et quand je reçois ce coup de fil du banquier, je pète un câble, littéralement. On était en train de partir pour le séminaire du cercle à Méribel. Je suis dans la voiture avec David, Louis, et puis un membre qui est plus là maintenant qui s'appelle Fabien. Et je dis, putain, mais c'est pas possible. Grosso modo, c'est ma meilleure OP et ils peuvent pas me la refuser, tu vois. Ah, merde. J'étais dégoûté. Puis je voulais pas y aller en fonds propres parce que, bah, du coup, enfin, je peux pas faire ça à chaque fois, tu vois. À un moment donné, t'as besoin d'avoir un acteur bancaire qui te suit, quoi. Et puis, du coup, bah, on va au séminaire à Méribel. Et puis, j'en parle avec Ben. Puis Ben, il me dit, bah, t'as qu'à faire une SEP ou une reconnaissance de dette. Enfin, tu peux monter le projet avec quelqu'un. Et moi, je connaissais quelqu'un, Valérie. Valérie, si tu nous écoutes, salut. Qui cherchait à placer des fonds parce qu'elle avait des fonds, elle n'avait pas d'OP. Donc, je lui ai présenté l'OP. Donc, on s'est vu, tu vois, dans le hall de l'hôtel. J'ai sorti mon ordi, je lui ai présenté l'OP. Elle m'a dit, OK, Banco, Romain, on y va, on l'a fait ensemble. Donc, on l'a financé tous les deux. Elle m'a prêté une grosse partie. Moi, j'ai mis une grosse partie. Donc, on a fait 100 banques. Et on a fait l'OP. On a revendu exactement au prix qu'on l'avait estimé. Et du coup, bah moi, ça m'a conforté dans l'idée que je pouvais monter des opérations aussi sans la banque, tu vois, avec des associés. C'est quand même fou cette remarque de la banque qu'ils ne croient pas, qu'il n'y a pas de création de valeur et du coup, tu vois, structurellement, ils bloquent là-dessus, quoi. Ils se disent pas, pour eux, anomalie de marché, c'est pas un truc recevable dans les comités de crédit, quoi. Ouais, le problème, c'est que les gens en comité de crédit, tu vois, moi, je suis à la Banque Populaire du Nord, j'ai une bonne relation avec mon banquier. Aujourd'hui, on a financé beaucoup plus d'OP que ça, mais au démarrage, il fallait que je monte un peu patte blanche et que je déboucle un peu des OP, que je rembourse des encours, quoi. Et tant que tu l'as pas fait, bah, c'est compliqué pour eux de te faire confiance. Et globalement, les gens qui prennent des décisions, c'est pas des experts locaux. C'est des gens à Lille, tu vois, dans un comité, parce que nous, les comités marchands, c'est comité nord de France, tu vois, c'est nord-ouest, quoi. Donc, ils ont, je sais pas combien de départements, ils ont 3 régions, enfin. Donc, le mec qui est en comité de crédit, le mec du risque, tu lui dis, c'est un bien qui est à Quimplage des Pins, ou qui est à Fort-Mahon, ou qui est au Crotoy. S'il connaît pas la ville, s'il est jamais allé, s'il n'a pas une idée, lui, il va se fonder sur de la data pure. Et s'il trouve que ton prix, il est surestimé par rapport au prix moyen, mais qu'il n'a pas vu, parce qu'il y a des quartiers. Chaque quartier ne se vaut pas dans une ville. Les punettes centenaires, ils s'en tapent, quoi. Ils s'en tapent, exactement. donc voilà. Mais bon, c'est pas grave, ça a permis de structurer des deals avec des associés, quoi. Voilà. Est-ce que dans les OP qui suivent peut-être, ou dans certaines de celles que tu énumères, tu as eu des moments, des setbacks, un peu des obstacles, ou des doutes, ou des gros coups de... Ouais. J'en ai deux là qui me viennent en tête. Une que je déboucle là, normalement fin du mois, je revends là définitivement. Un autre flip que j'ai fait, mais très très compliqué à l'achat. Très compliqué. Je me suis retrouvé avec des gens... En fait, c'est un peu l'erreur du notaire cette fois-ci. Donc j'achète le bien. Donc là, c'est pareil, même pas. Je vois le bien en vente sur Le Bon Coin. Donc c'est pareil, c'est ma ville. Je vois le prix très intéressant pour une maison. J'appelle l'agence et tout. Elle me dit, ah, bah en fait, c'est vendu. Ah, je dis, c'est Sandrine. Bon, bref, c'est une agence chez moi. Je dis, Sandrine, pourquoi vous m'avez pas appelé? Oh, bah, je sais pas. Ah, je dis, c'est vraiment le genre de produit, il faut m'appeler, quoi. Bon, bref, tant pis. 3 semaines après, elle me rappelle. Elle me dit, bah, en fait, les gens qui voulaient acheter la maison, ils se positionnent pas. Ils m'ont laissé dans le vent, j'ai pas de nouvelles. Alors, je dis, bah, ok, je viens visiter. Je viens visiter. Maison pas mal. Bien placée, à rafraîchir aussi. Mais très bon emplacement, jardin, très bien placé dans la ville, petits produits, tout ce que j'aime. Je dis, ouais, ça, c'est bien. Donc, on y va. On fait l'offre. Je lui dis, on peut négocier à combien? Elle me dit, bah, le prix qui a été accepté par ceux d'avant, c'est tant. Donc, je gratte un peu, donc je me remets au même prix. Une maison que j'achète 132 000 €, 55 mètres carrés. Donc, plutôt très bien acheté. Et puis, je monte le dossier avec le notaire, comme d'hab, tu vois. Et ma notaire, elle me dit, c'est quoi les clauses que tu veux qu'on insère dans la promesse? Et là, je lui explique comment je vais faire. Donc, je lui dis, bah je veux une clause d'accès au bien, je veux une clause d'autorisation de commercialisation, donc pas une précom effective, mais l'autorisation de pouvoir commercialiser, parce que je vais faire travailler ma décoratrice, coucou Lisa, qui va sublimer la maison, et je vais mettre ça en ligne pendant la promesse.
Et en gros, je fais pas de travaux et je vends comme ça, quoi. Et si tu veux, je parle un peu crûment comme ça dans mon mail que j'écris à la clerc de notaire. Bon, voilà. Et puis, je reçois le projet de promesse. En fait, la clerc de notaire, elle l'envoie aux deux parties simultanément, le projet. Et dans le projet, au lieu de mettre une clause de commercialisation un peu juridique, tu vois, le promettant autorise le bénéficiaire pendant la durée de la promesse à commercialiser, enfin, tu vois, le truc qu'on connaît aujourd'hui, elle fait un copier-coller de ce que j'ai mis dans le mail. Je vais passer par ma décoratrice, je vais faire des visuels 3D et je vais revendre comme ça. La boulette, quoi. La boulette. Merde. Donc là... Le vendeur se braque. Le vendeur se braque total. Ouais, c'est quoi ce truc? Hors de question. Bon, déjà, il comprend que je fais une opération de marchand. Bon, à la limite, mais ça, je l'avais dit à l'agence. Mais il comprend surtout que je vais pas faire de travaux et qu'en fait, je vais faire un flip, quoi, tu vois. Donc, ça lui plaît pas du tout. Bon. Donc, il dit hors de question. Donc, je refuse. Je refuse cette clause. Je refuse l'accès au bien pendant la promesse. Je refuse tout. Je refuse qu'il n'y ait pas de séquestre. Enfin bref, il refuse tout. Donc là, je me retrouve à une négo de promesse très compliquée. Et puis, je dis à ma notaire, elle me dit, on fait quoi? Je dis, écoute, c'est pas grave, on maintient le rendez-vous, on va essayer de trouver un accord pendant le rendez-vous. Donc, on maintient le rendez-vous. Le rendez-vous arrive. Donc, c'est pareil, c'était une succession. Donc, c'était un monsieur et sa sœur. Hyper froid. Ça se passe hyper mal pendant le rendez-vous. Ils se lèvent, ils me disent, non, mais de toute façon, vous nous avez pris... pour des jambons, vous essayez de nous rouler dans la farine. Bon, voilà, je passe vraiment pour le marchand de biens. Alors là, tous les poncifs y passent, tous les clichés du professionnel qui veut arnaquer les autres, ils y passent. Donc là, je me retrouve face à un mur. Et de toute façon, il se lève et il dit, de toute façon, on signera pas. Et il se lève, il s'en va. Là, je me dis, merde, bon, là, oui. Qu'est-ce que je fais? Ouais. Bon. Et là, je me dis, c'est mort. Je vais pas faire cette affaire, tant pis, quoi. Je rentre chez moi. Je dis à ma femme, c'est foutu. Elle me dit, laisse tomber, c'est pas des gens intelligents, tu perds ton énergie, t'accroches pas, laisse tomber. J'en parle avec d'autres membres du cercle, avec des marchands autour de moi. Puis j'en ai un qui me dit, attends, si tu désistes, moi l'affaire m'intéresse, je voudrais bien la faire en locatif. Tu peux bien me donner les coordonnées de l'agence? Bon, puis sur le coup, je dis, ouais, pas de problème. Puis je vais me coucher. Puis je me dis, attends, mais là, t'es en train de lâcher une affaire, en fait. Parce que si t'as un mec qui est prêt à la prendre, même pour faire du locatif, parce qu'il sait que t'achètes très bien, tu vois. Il sait que tu fais un bon coup. Non, en fait, te laisse pas faire. Et en fait, le message de mon pote, ça m'a remobilisé totalement. Je me suis relevé le matin, je dis à ma femme, non, je lâche pas l'affaire, en fait, je vais y aller. Elle me dit, mais t'es sûr? Mais hier, tu disais que c'était des cons et tout. Je dis, c'est pas grave, je m'en fous, j'y vais. Du coup, je rappelle la notaire, je lui dis, tu sais quoi? J'accepte tout. Rien. Pas de conditions. Pas de conditions suspensives, pas de visite, rien, que dalle. Financement, non? Financement, oui. Financement. Bon, ça, il voulait bien, mais tout le reste, il voulait pas. Donc, elle remonte le rendez-vous. Et là, rendez-vous, les vendeurs, tout comme des agneaux. Super gentils. Limite, comment ça va, monsieur Franck? Je comprends pas ce qui s'est passé. En fait, je pense que les gens, tu sais, ils se jouent des choses dans les ventes immobilières. Moi, je dis souvent, la vente immobilière, c'est un révélateur de la nature humaine. Et en fait, il y a des gens, ils ont besoin de jouer leur répartition. Ils ont besoin ils sont dans la théorie des rôles, tu vois, ils jouent leur rôle. Ils ont besoin de jouer leur rôle. Et je pense qu'il avait besoin de manifester sa colère, son truc. Tout est sorti, il a tout sorti et il s'est senti beaucoup mieux ensuite. Et du coup, il a été beaucoup plus souple ensuite. Et d'ailleurs, à la fin de la signature de la promesse, il me dit, si vous voulez aller visiter avec des artisans, pas de problème. Bon, on la remet, quoi. Tout ça pour ça. Ouais. Bon, bref. Ouais. Donc, au final, finalement, j'ai fait bosser la décoratrice. J'ai quand même attendu d'être titré pour commercialiser parce que je voulais pas non plus rebraquer le vendeur. Et finalement, j'ai vendu, alors, pas avec la même agence parce que l'agence, elle avait beaucoup de mal sur le fait que j'allais faire de la création de valeur sans rien faire. Pour elle, c'était pas possible. Mais par contre, j'en ai parlé avec une autre agence qui m'a dit qu'est-ce que t'en penses? Enfin, je lui ai dit qu'est-ce que t'en penses de mon prix de sortie. Je lui ai montré ce que j'avais fait faire avec la décoratrice. Il m'a dit ouais, non, tes prix sont bien. Moi, je pense que je peux avoir des gens. Et rapidement, il m'a eu deux offres en fait. Une première que j'avais acceptée, mais les gens étaient en instance de divorce, donc ils n'avaient pas leurs papiers, donc c'était compliqué. Donc on pouvait pas signer elle pouvait même pas signer une offre. En fait, c'était une offre orale, mais elle attendait signer ses papiers de divorce. Bon, moi, ça me saoulait un peu. Et au final, il a trouvé un autre acquéreur qui est un commerçant de ma ville. Donc, tu vois, quand je vends à des commerçants de ma ville,
c'est le signe que je vends à des bons prix parce qu'en fait, je vends au prix de marché. Parce que les commerçants de ma ville, c'est des gens locaux, quoi. Donc, ils connaissent les prix, ils savent. Et même pour lui, il est très content, c'est un chef d'un restaurant. Ça va être sa résidence principale. Donc, tu vois, c'est la deuxième fois que je fais des OP, je vends en résidence principale, finalement. C'était une petite frayeur sur l'achat, mais finalement, l'opération s'est bien débouclée. Tu sors avec une marge positive. Alors, ouais, je vais faire une bonne marge. Je vais faire 35 000 € de marge sur cette opération. Sans rien faire, donc c'est quand même cool. Ça aura duré 6 mois. Par contre, le portage est un peu plus long parce que l'acquéreur il prend un prêt à taux zéro. Du coup, le montage du dossier est un peu plus long avec la banque. Il lui manquait un papier avec les impôts parce qu'il n'avait pas fait sa déclaration d'impôt il y a 2 ans parce qu'il était encore sur le régime fiscal de ses parents. Enfin, bref, il y a eu un peu un micmac, mais globalement, ça va bien se passer. Après, des opérations qui se sont mal passées à la sortie, j'en ai pas eu pour l'instant. Mais j'ai quand même une opération qui dure, là, que j'ai en association avec mon associé David, avec qui je me suis associé de façon pérenne. Donc David, en fait, il est dans le même secteur géographique que moi. On s'est rencontrés en 2021. On s'est vachement parlé au début. Il avait fait Yoni, lui aussi. Il est rentré dans le cercle, je l'ai coopté à l'époque. On est devenus amis. On n'est pas les mêmes, mais on est très complémentaires. Et en 2024, on a décidé de s'associer et de faire une boîte pérenne pour faire des projets ensemble. Sur ce qui est entre chez lui et chez moi, grosso modo. Parce qu'en fait, on est sur un marché où il y a une certaine logique de marché immobilier, parce qu'on est sur un marché balnéaire sur la côte. Lui, il opère sur sa ville. Moi, j'opère sur ma ville. On se parasite pas sur nos villes respectives parce qu'on est un peu chacun chez soi et ça va très bien comme ça. Et tout ce qu'on peut faire à deux sur des gros trucs ou entre chez lui et chez moi, on le fait ensemble. Voilà, parce que grosso modo, ça nous anime et on a envie de le faire, quoi. Et donc là, on s'est positionné sur un immeuble sur la commune du Crotoy, donc c'est une station balnéaire de la baie de Somme, très connue aussi. Un bel immeuble, bien placé. Franchement, on était super contents à l'achat. Ça, c'est pareil, c'est une agence qui nous a amené ça en off. C'était assez confortable pour travailler l'OP. 2 appartements, un commerce. C'est le commerçant qui vendait l'immeuble qui était propriétaire de tout. Il exploitait les 2 appartements en location saisonnière. Et il était lui-même exploitant du commerce. C'était une épicerie des produits de la baie de Somme. Donc la salicorne, les bières locales, les petits trucs locaux. Donc c'était plutôt sympa. Et en fait, il nous a dit, moi je vends tout. Et en fait, il n'y a même pas de fonds à reprendre parce que j'arrête mon activité. Donc en fait, c'était un local commercial libre de droit au bail, libre de fonds de commerce. Donc on s'est dit, bon, c'est cool parce que du coup, chacun peut venir faire ce qu'il veut, quoi. Puis en fait, ça fait 1 an qu'on a l'immeuble et on n'a toujours pas vendu le local commercial. On a vendu les 2 appartements dans un marché qui s'est quand même pas mal ralenti en 2023-2024, tu vois. Puisqu'on s'est positionné en 2024 sur cette opération. Là, on est en 2025, on a vendu les 2 appartes. On a mis quand même du temps à vendre le deuxième. On a refait travailler Lisa, encore une fois, sur le 2e appartement. Et ça nous a bien aidé parce qu'elle nous a fait un truc super. Et il nous reste le commerce. Et le commerce, on a eu très peu de touches, mais vraiment très peu de touches. Et tu vois, là, on a quelqu'un dessus, on n'a toujours pas d'offre. Il se trouve que c'est quelqu'un que je connais très bien parce que c'est un commerçant de ma ville qui veut ouvrir un nouveau commerce sur le Crotoy et qui veut changer. Et là, il est en train de faire tous ses chiffrages, il est en train de monter son dossier avec la chambre de commerce et d'industrie, donc ça prend du temps, quoi. Et rétrospectivement, je me dis, aujourd'hui, si je dois refaire de l'immeuble de rapport à la découpe, parce que c'est une stratégie qui me plaît, ça reste de la division sans travaux, tu vois, enfin, sans travaux autres que des travaux de division. Je vais faire vachement gaffe sur le commerce. Et je pense que je veux plus trop me positionner sur le commerce jusqu'à ce que on reprenne une dynamique commerciale un peu plus établie, quoi. Et parce que, pourtant, je suis pas dans une ville sinistrée. Je suis vraiment dans une très belle ville de la côte picarde, de la baie de Somme, avec beaucoup de touristes, avec un marché immobilier qui est assez cher. Enfin, tu vois, il y avait pas de garde-fou au départ, quoi. Tu vois, on se disait pas, ça va être compliqué. Mais le commerce est quand même plus sensible au contexte économique que peut l'être de l'habitation du résidentiel, quoi. Donc, là, en l'occurrence, tu as quand même un mix qui t'a permis, toi, de rembourser ton prêt et de dégager... en termes de frais FI, tu devais être quand même confort, non? Sur cette opération ? Ouais. Sur cette opération, on a remboursé la banque avec la vente du 2e lot. Donc maintenant, tu es sur tes... C'est sur l'apport et la marge. En fait, l'apport et la marge est bloqué dans le dernier lot. Alors, quand c'est que la marge, c'est pas grave. Mais quand t'as l'apport aussi, c'est chiant. Parce que là, tu vois, on aimerait bien récupérer un peu de billes avec David sur ce bien-là. Bon, voilà, on va le vendre, tu vois, il n'y a pas de problème. Parce qu'il n'y a pas de problème sur l'actif, en fait. C'est juste que c'est le contexte économique qui fait que c'est beaucoup moins
actif le commerce que ça y était il y a 4-5 ans, quoi. C'est quoi les plus gros apprentissages que tu as eu sur ton parcours de marchand? C'est vrai qui t'ont peut-être le plus surpris ou que les plus grandes leçons peut-être? Les plus grandes leçons, c'est que avant d'être des acheteurs, on est surtout des vendeurs. Et en fait, il y en a beaucoup qui pensent que faire du marchand, c'est bien acheter. Oui, mais c'est toute petite partie du business. Ce qui compte, c'est de vendre. Et vraiment, c'est de vendre parce qu'en fait, quand on réfléchit comme un acheteur, on réfléchit comme un investisseur et en fait, on pilote un bilan et on pilote des coûts. Un peu comme quand tu fais ton locatif, tu sais. Tu rentres ton loyer, tu rentres tes charges, tu calcules ta rentabilité, tu dis bon, bah, c'est cool, ça tourne, j'ai du cash flow, le truc est sécure, ça tourne. Le truc du marchand, c'est que t'as un coup prêt. T'as un coup prêt à 2 ans, enfin t'as un coup prêt à 2 ans avec la banque ou à 3 ans en fonction du prêt, puis t'as un coup prêt à 5 ans. Alors après, le coup prêt à 5 ans, c'est pas un vrai coup prêt parce que tu peux toujours transformer en amortissable ou in fine, tu peux, payer les droits de mutation que t'avais pas payé parce que t'as payé en frais réduits, quoi. Mais genre, si t'as une banque, à un moment donné, elle veut que tu rembourses, quoi. Et moi, j'ai compris avant tout que je devais être un vendeur. Et j'aborde le métier comme un vendeur. C'est-à-dire que je veux proposer à mon marché un produit qui est demandé par le marché, qui est liquide sur le marché. Et grosso modo, je veux pas me foutre les 2 pieds dedans en allant chercher des produits atypiques qui vont plaire qu'à une niche, en allant faire des produits beaucoup trop chers ou qui que sur la clientèle luxe, par exemple, ou cible ultra haut de gamme. Parce que c'est pareil, quand le marché est top, c'est génial, mais quand le marché se tend, bah, cette cible-là, ok, elle existe peut-être, mais elle regarde, elle prend son temps, elle analyse, elle a peut-être d'autres critères d'investissement qui peuvent lui permettre de différer leur achat. Donc, c'est surtout ça, en fait. Et je pense que quand on démarre, on pense surtout à acheter et pas vraiment à vendre. Et moi, ce qui m'importe aujourd'hui, c'est pas de faire des énormes marges, c'est surtout de faire tourner la machine, de montrer au banquier qu'il y a de la récurrence, que je rembourse vite mes prêts, qu'il voit qu'il n'y a pas de casse, qu'il voit que globalement, ça consolide les fonds propres et que du coup, je peux avancer, quoi. Tu vois. Ouais, et t'as pas eu vraiment, comme tu dis, t'as pas eu une opération marge négative ou quoi, qui peut arriver, hein, d'ailleurs, dans les parcours, à compenser avec d'autres parcours. T'as été quand même. Non, mais tu vois, moi, j'ai commencé doucement. Honnêtement, je vois dans le cercle, par exemple, là, il y en a qui arrivent, ils appuient à fond sur l'accélérateur. Tant mieux, bravo à eux. Moi, quand j'ai commencé, j'avais besoin de comprendre mon marché immobilier. Je voulais pas aller partout. Je voulais être focus. Je pense que c'est important d'être focus parce que si t'es pas focus au début, tu vas partout, mais t'es bon nulle part. En fait, t'as pas d'expertise sur plein de marchés. C'est pas possible. T'es obligé d'opérer sur un marché. T'es obligé de le comprendre. Ça prend du temps. L'IMO, c'est paquebot, quoi. Une opération immobilière, c'est un paquebot. Hein. C'est l'offre d'achat, le montage du dossier, la promesse, hop, puis tu repars pour la revente, et hop, l'offre d'achat, le montage du dossier, la promesse, puis la revente. Déjà, une opération, si tu fais 6 mois, c'est bien. C'est bien, je veux dire. Même, tu vois, je veux dire, si tu fais 6 mois sur une OP, c'est super. Donc, tu peux pas avoir la prétention d'aller sur plein de marchés au début si tu connais déjà pas les bases de ton propre marché. Tu peux pas avoir l'ambition d'être un bon acteur de ton marché si tu maîtrises pas ton propre marché et que tu dis bah, je vais faire 10 villes autour de chez moi. Ouais, peut-être, si tu as la capacité de travail et que tu y arrives. Mais est-ce que tu es vraiment bon dans ta ville déjà ? Je sais pas. Moi, je veux être bon dans ma ville, je veux comprendre ma ville et je veux pouvoir avoir les opportunités dans ma ville et les saisir quand elles sont là, soit en market, soit via les agences, et pouvoir travailler des produits à la revente. Donc être focus, c'est hyper important, je pense. Ouais, tu sens ouais, que peut-être les gens prennent des choses un peu trop grosses pour avaler au début, quoi. Bah, c'est toujours pareil. Chacun met le curseur où il veut. Moi, au début, si tu veux, je me suis dit, il faut que tu comprennes ton marché. J'avais Pôle emploi, donc moi, je me sentais pas dans l'urgence, en fait. J'avais le temps de commencer à comprendre les choses, à implémenter les choses, et donc je pense que j'ai pris le temps. Rétrospectivement, je me dis, est-ce que j'ai pas trop pris le temps ? Parce que j'aurais peut-être aimé accélérer un peu plus. Mais en fait, si je l'ai fait comme ça, c'est que je devais le faire comme ça. Tu vois, à un moment donné, il y a les décisions que tu prends, c'est les décisions que tu as prises à un moment donné. Peut-être qu'aujourd'hui, tu dis, ah, si j'avais su, j'aurais... Mais en fait, à l'époque, tu as fait comme ça parce que tu pouvais pas faire autrement. J'avais peut-être pas assez de confiance en moi, j'avais peut-être pas assez de connaissances du secteur. J'avais besoin aussi de faire, d'avoir des acquis et d'avancer comme ça, tu vois. Parce que pour moi, dans ce métier, tu peux vite te cramer.
Tu peux vite te brûler les ailes, te casser la gueule, faire des marges négatives, enfin te foutre dedans, quoi, complètement. Qu'est-ce qui change aujourd'hui par rapport à quand tu as commencé en termes du temps que tu passes sur les opérations et de l'impact que ça crée? J'imagine que tu as un œil qui est plus aguerri, tu as aussi des réseaux qui sont plus affinés et qui te ramènent des dossiers plus quali, donc tu passes moins de temps à les filtrer, plus de temps, moins de temps aussi à prendre ta décision. Et voilà, il y a une sorte de cercle vertueux toujours, hein, qu'on imagine qui s'opère dans ce genre d'activité. Qu'est-ce qu'aujourd'hui tu arrives à faire en fait, et dans ton mode opératoire, comment ça fonctionne, un nouveau deal qui arrive et pour voir ouais. Moi, globalement, j'ai genre une petite dizaine d'alertes qui tournent sur... alors, c'est même pas sur Moteur Imo, mais je suis sur Le Bon Coin, un peu classiquement. J'ai des alertes sur Le Bon Coin dans ma ville et dans les villes autour de moi qui m'intéressent, les quelques villes que je travaille, mais voilà. Donc ça, c'est le on-market. Et puis je regarde, des fois il y a des choses, des fois il y a même des agents avec qui j'ai jamais travaillé, je passe des coups de fil, je prends des informations sur les biens, je peux aller visiter, potentiellement faire une offre, voilà, ça m'est déjà arrivé. Et puis j'ai surtout du off en fait, parce que j'ai des agents avec qui j'ai noué des relations. Aujourd'hui j'en ai 3 avec qui ça marche très bien, qui ont compris ce que je voulais faire, ce que je faisais, avec qui j'ai fait, et qui me sollicitent dès que ça rentre. J'ai une petite primeur avant que ça parte en diffusion. Est-ce que tu arrives même plus tôt que ça, c'est-à-dire avant ou au moment de l'estimation? Oui, hier j'ai été visiter un bien, il venait juste de rentrer en estimation, l'agent n'a toujours pas le mandat. Il me dit mais il faut que tu viennes voir parce que il y a une division possible. Il me dit bon, moi je suis pas très à l'aise, mais toi je suis sûr que tu vas voir la division. Donc bon bref, on y est allé. Il a même pas encore signé les mandats. Et il est en pré-rentrage du bien, si tu veux. Est-ce que tu peux entrer dans enfin pas l'influencer, mais être dans la prise de décision en fait, maintenant, de la valeur en fait, où il va estimer, tu vois. Parce que, en fait, maintenant, il me demande ce que j'en pense. Ouais. Il me dit, t'en penses quoi? Tu l'estimes à combien ce bien-là? Moi, je lui dis, je sais pas, ça vaut tant. Il me dit, ouais, voilà, le vendeur, il me dit, ouais, pour moi, ça vaut pareil, ça vaut pas plus, tu vois. Donc, des fois, on échange un peu sur l'estimation qu'on fait du bien ensemble. Bon, après, je fais pas les estimations pour lui, c'est quand même lui professionnel, mais tu vois, oui, il s'est noué un peu une relation de confiance et on fait des trucs ensemble. Parce que sinon, en fait, quand l'agent a déjà estimé, en fait, il y a un ancrage qui est là, et après, ça devient de la négo, mais si l'ancrage est très haut, alors c'est plus compliqué, tu vois. Lui, on fait des affaires ensemble, mais parce que justement, il estime correctement, je pense, les biens. Il est capable de voir les défauts, il est capable de voir qu'il y a de la création de valeur, mais que cette création de valeur, il faut aller la faire et que du coup, tu peux pas estimer ton bien à un prix. Donc, c'est pas l'agent de chez moi qui estime le plus haut, loin de là. C'est pas non plus celui qui sous-cote les biens pour les vendre vite, hein, parce que moi, j'estime que c'est le meilleur agent de ma ville. Il est connu et reconnu. Il fait que de la transac, il fait pas de gestion, il fait pas de location. Voilà, il est vraiment que là-dessus. Et on a fait plusieurs opérations ensemble. Et d'ailleurs, sur une opération là qu'on a faite, que j'ai débouclée en avril, c'était une maison avec 2 appartes. Pareil, une division. Il m'appelle, il me dit, écoute, viens voir parce que je viens de rentrer ce truc-là et je suis sûr que ça va t'intéresser. Il me dit, mais je suis pas hyper confiant sur l'estimation. Donc on visite. Et il me dit, donc je vois 2 appartements bien distincts, hein, un en bas, un en haut, super. Un seul compteur, bon. Un seul compteur Linky, un seul compteur d'eau, pas de division officielle. Donc je me dis, bon, très bien, on va faire la division, ça va bien se passer. En plus, j'avais un extérieur pour l'appartement du bas, j'avais des balcons pour l'appartement du haut, j'avais du stationnement. Donc tu vois, les critères, toujours ces critères hein, hyper importants, parce que sinon moi j'y vais pas. Si j'ai pas les bons critères, je regarde même pas le dossier en fait. Et l'appartement du haut, globalement, c'est un T4, mais vraiment à rafraîchir, voire à rénover, quoi. Pas très beau, mais 3 chambres, donc sympa. Parce que 3 chambres dans ma ville, 3 chambres en appart, il n'y en a pas beaucoup. Et l'appartement du bas, c'est un très grand T2. Magnifique T2 traversant, avec cour privative, meublé, équipé, qui tournait en LCD, qui tournait sur Airbnb. Et il me dit, tu l'estimes à combien, cet appart? Je lui dis, moi, si je devais te le redonner à la vente, 250 000. Et il me dit, ah putain, c'est fou, c'est exactement ce que m'en dit le vendeur.
Il me dit, mais bon, moi, il me dit, moi, et donc, il me dit, mais du coup, t'estimes à combien le tout? Je dis, moi, si j'étais le vendeur, j'en voudrais 350. Et il me dit, bah, c'est exactement ce qu'il en veut. Il me dit, mais moi, ça m'emmerde. Je trouve que c'est trop cher parce que c'est pas une maison. C'est 2 appartes. Et ça, c'est pas un produit qui est liquide. 2 appartes, ça intéresse pas tout le monde. Une maison, ça intéresse du monde, mais là, c'est vraiment 2 appartes distincts avec une cage d'escalier, comme dans une copro, quoi. Tu rentres, t'as une cage d'escalier, t'as un appart à droite, t'as un appart en haut à gauche, t'as des portes palières, t'es pas dans la même maison, quoi, tu vois. Et il me dit, écoute, moi, je l'ai pas estimé à 350, je l'ai estimé à, je sais plus, 310 peut-être, ou 315, un truc comme ça. Du coup, j'ai pas le mandat. C'est les autres, c'est mes concurrents qui ont le mandat, parce que du coup, les vendeurs, ils étaient passés par plusieurs agences qui leur avaient globalement estimé dans les 350. Et donc, en fait, le bien, il sort on market via d'autres agents, mais pas avec lui, parce que lui avait estimé bas. Je lui dis, mais écoute, c'est pas grave. Moi, les autres, ils me connaissent. Ils m'ont pas appelé. Le truc, il est sorti en ligne, ils m'ont pas appelé. Ils savent que je cherche des biens comme ça. Je dis, toi, tu m'as appelé, t'as pas le mandat. Mais c'est avec toi que je vais faire l'offre. Du coup, c'est le premier à avoir une offre, c'était moi. Mais il n'avait pas le mandat. Tu vois, c'était marrant. Il était variant, il me dit, bah voilà, je l'ai présenté à quelqu'un, ça l'intéresse, c'est un marchand de biens, il va faire une division et tout. Et puis en fait, bah, ça s'est très bien passé. On a négocié un peu l'offre d'achat. Je me suis mis un peu plus haut que son estimation, mais un peu plus bas que ce qu'avaient estimé les autres. J'ai dû acheter 330 cette maison. Et on a fait la division, on a fait tout le projet. J'ai un peu galéré sur la vente du deuxième. Alors si, là, du coup, pour le coup, tu m'as demandé si j'avais déjà eu des difficultés. En fait, le deuxième appartement, j'ai mis pareil, c'est une opération qui a duré 1 an. Et en fait, le deuxième appartement, j'ai mis beaucoup de temps à le vendre. J'ai fait plusieurs erreurs. Première chose, c'est que je me suis retrouvé à l'avoir à la vente en période d'estival l'année dernière. Je me suis dit, attends, il est beau, je vais le mettre sur Airbnb. Je vais économiser mes frais de portage en le mettant sur Airbnb. Bon, je l'ai mis sur Airbnb, génial. Il s'est rempli l'été, complètement. Très bien placé, parking, enfin tout, tu vois, meublé, nickel. Sauf que bah, tous les gens qui voulaient le visiter, ils pouvaient pas. Parce que du coup, je crée de la frustration en n'ayant pas la possibilité de faire visiter avec les locations, quoi. Première chose. Et puis, bah, finalement, je pense que le marché avait un petit peu baissé. J'étais parti un peu haut, j'étais à plus de 250, frais d'agence inclus, pour un T2. Et quand il est revenu libre de location à partir du mois de septembre, voilà, j'ai dit aux agents, il faut repartir, il faut y aller à fond et tout. Puis je voyais que ça se décantait pas beaucoup, j'étais un peu inquiet, je dis merde. Et on fait une réunion Côte Picarde avec les membres du cercle, donc la membre de la team Picardie. Et donc on vient visiter l'OP. Où je leur montre l'OP. Tout le monde trouve l'OP sympa. Et il y en a un qui me dit, mais pourquoi tu fais pas un T3 ? T'as la place ? Bah, je dis, ouais, effectivement, c'est vrai, j'aurais la place de faire un T3, mais je ne l'ai pas fait parce que l'agent qui m'a présenté l'affaire et qui est quelqu'un qui est un bon agent, avec qui je m'entends bien, et lui, il était persuadé qu'on allait vendre ça à une cible de senior qui veut un grand appartement T2 avec seulement une chambre, un jardinet, pas de jardin à entretenir comme une maison, et donc il m'avait dit, grosso modo, c'est des seniors qui vont vendre leur maison, qui vont vouloir plus petit. Et j'ai eu des gens comme ça qui sont venus visiter. Sauf que c'était pas le gros du marché. En fait, lui, il avait ciblé un persona et il avait tout mis là-dessus. Et moi, je lui ai dit, écoute, ça marche pas. Là, il est en vente depuis trop longtemps. On l'a pas eu, ce client. Et je pense qu'il faut qu'on propose autre chose au marché. On va faire un T3. Il me dit, mais t'es sûr ? Mais tu vas couper le salon, tu vas... Et lui, il était pas chaud, hein. Je lui ai dit, écoute, moi, j'ai fait une réunion avec mes collègues marchands. Ils m'ont tous dit de faire ça. À un moment donné, j'écoute les autres, tu vois. Je m'accroche pas à une stratégie si elle fonctionne pas. Je te jure. J'ai appelé un artisan, j'ai acheté une verrière à Leroy Merlin, j'ai appelé un plaquiste, il est venu, on a fait le truc. Allez, en 1 mois, enfin, parce qu'il a mis un peu de temps à faire les finitions et tout, bon, c'était un peu chiant avec les peintures. Bref, il est venu. On a fait le T3, on l'a mis en vente à moins de 250. Je l'ai vendu direct. Donc comme quoi, à un moment donné, écoute le marché, c'est le marché qui te dit ce que tu dois faire. C'est ça, quoi. Comment est-ce que tu vois maintenant le futur de ton développement bah aujourd'hui, j'ai pas mal d'ambition avec David, puisqu'on a une boîte qui s'appelle Deckimo, DECK.imo. Donc on a un site web d'ailleurs, on a tous nos biens en vente dessus. On a l'ambition de faire pas mal de choses sur le secteur et d'avoir un positionnement assez axé investisseur qui est des fiscs.
Parce qu'en fait, là, on commence une opération en Malraux. On va rénover totalement un immeuble de 4 appartements qu'on va vendre en Malraux. Toujours sur le secteur balnéaire. Donc, si tu veux, nos critères restent toujours les mêmes. À peu près, on a une sélection de biens et de produits assez... on a les mêmes critères de sélection, donc on est confortable là-dessus sur la vision du métier. Il continue à faire ses OP dans sa ville. Je continue à faire mes OP dans ma ville. Donc, je dirais que les choses vont évoluer comme ça. On va faire plus de choses ensemble et puis on va continuer à faire des choses chacun de notre côté. Moi, je dis souvent à ceux qui démarrent ou qui viennent me demander conseil, soyez pas trop élitistes, les gars. Parce que le marchand, c'est compliqué, c'est long. Faites déjà des OP avant de vouloir faire des grosses ou des très belles OP. Parce que aujourd'hui, le storytelling sur les réseaux, on le connaît, hein, il est ultra marketé, devient libre, fait des centaines de milliers d'euros de marge, etc. C'est quand même bullshit. Hein. Je veux dire, au début, quand tu dois comprendre un marché, te positionner, déboucler des OP, etc. Déjà, si tu fais plusieurs dizaines de milliers d'euros de marge, c'est très bien. Il faut replacer les choses dans leur contexte. Donc moi, j'ai pas une vocation d'élitiste, tu vois, dans mon métier de marchand. J'ai par contre une vocation à faire plus de volume, globalement plus d'OP, parce que je pense que maintenant, je peux en gérer un peu plus mentalement, tu sais. Et alors, pour le coup, je garde mes critères d'investissement, c'est-à-dire que je ne veux pas faire de travaux. Je préfère faire de la division et des flips s'il y a une anomalie de marché. Hein. Par contre, avec mon associé David, on veut pas mal axer le truc sur la défisque parce qu'on a des villes dans notre secteur qui sont éligibles à la défisque. Et pour le coup, c'est vraiment... là, c'est quelque chose qui m'intéresse. C'est-à-dire que je préfère ne pas faire de travaux du tout, faire de la division et des flips et prendre des marges qui sont petites, appelons ça petites, mais en tout cas des marges, on va dire, raisonnables, maîtrisées sur des produits où ça rentre et ça sort assez vite. Parce que moi, je pense que le taux de rotation de tes fonds propres, c'est ce qui est le plus important en marchand, plus que la marge que tu fais. Je préfère faire 3 OP à 50 000 euros de marge dans l'année que de me tanker avec une OP à 200 000 euros de marge que je vais mettre 24 mois à sortir. Et qui va me bloquer pour le reste, tu vois. Ça m'intéresse pas. Et ça, les gens, ils ont souvent des étoiles dans les yeux avec l'OP à 200 000 de marge, mais elle est super compliquée parce qu'il faut faire des évictions de locataires, parce que tu as de l'urbanisme, parce que tu as plein de problèmes. Et en fait, tu vois la marge sur ton tableau Excel. Mais avant que ça arrive, et puis c'est même pas une vraie marge, parce qu'en fait, c'est avec plusieurs ventes successives. Entre-temps, tu as eu d'autres appels de fonds. Enfin, tu vois, c'est... Voilà. Et des fois, il faut un peu sortir de cette vision un peu très idyllique du marchand pour revenir à des choses plus terre à terre. Et donc, je disais, je préfère faire des opérations qui tournent vite avec des marges maîtrisées et sans travaux. Et pour le coup, si je dois aller faire des travaux, alors là, je préfère monter des opérations très complexes, en vire, où globalement, c'est l'acquéreur qui va payer lui-même ses travaux et on va faire des appels de fonds. Ça va durer 2 ans. Mais par contre, là, on peut vraiment espérer des jolies marges et on va avoir tout un process ultra sécurisé parce que c'est un type de vente qui est normé, normalisé. Il y a tout un tas de professionnels qui nous accompagnent, un archi, il y a un économiste de la construction, il y a un avocat, et c'est un vrai projet immobilier qui ressemble un peu plus à un projet de promotion d'ailleurs, hein, sauf que c'est dans l'ancien. Et là, je veux bien prendre le risque d'aller faire des travaux et de faire des belles choses, tu vois. Mais c'est un peu ces deux extrêmes-là, quoi. Non, c'est très clair. Ouais, non, c'est cool. Je partage ton avis là-dessus. C'est bien de mixer aussi les deux, d'avoir donc du courant avec des marges, des trucs flip sans travaux. Et en parallèle, la grosse OP maîtrisée avec grosse marge, mais gros moyens à suivre et à mettre beaucoup d'équipes au-dessus. Parce que l'idée, c'est pas non plus que ça soit chronophage, que ça soit ou mentalement très prenant. L'idée, c'est vraiment d'avoir tout à fait bien projeter les choses et modéliser les trucs de manière à avoir toute l'équipe autour qui va opérer. Mais tu continues, toi, d'être le chef d'orchestre, tu coordonnes, quoi. Ouais, alors là, tu vois, sur l'opération Envire-Malraux qu'on va faire, il y a 130 mètres carrés à intégralement rénover, 4 appartements à faire, des façades à reprendre, des planchers à reprendre. C'est vraiment du très très lourd. Là, on a rencontré les architectes avec David. Des gens bien. Moi, j'apprends parce que du coup, c'est des choses que j'avais jamais faites. Travailler avec des archis, enfin des architectes, des PLG, hein, des archis d'intérieur, j'en ai bossé, mais pas avec des architectes comme ça. Et c'est quand même confortable d'être accompagné par des gens qui sont compétents. Moi, globalement, les travaux, ça m'emmerde. Déjà pour moi, dans ma propre maison ou dans mes propres biens, j'ai toujours le sentiment de courir après les artisans.
J'ai rien contre les artisans. C'est des gens qui font un métier formidable. J'ai d'ailleurs des amis artisans. Hein. J'ai des amis électriciens, plombiers, d'ailleurs dans ma ville. Et s'ils m'écoutent, je les salue. Salut Émile, salut Jérémy, salut Rudy, salut Vincent, salut Eric. Mais on doit toujours leur courir après. Et en fait, déjà, quand c'est pour chez toi, tu leur cours après. Alors déjà, c'est pour ça que moi, je me suis dit, moi, je veux pas doper où je cours après les artisans, parce qu'en fait, si ma marge, elle est assise sur ma création de valeur de travaux et que je dois courir après mes artisans et que j'ai des frais qui courent et que les mecs viennent pas faire mes finitions et que je peux pas finaliser mon appart, en fait, ça m'emmerde, quoi. C'est un truc, ça me saoule. Et quand tu pars sur un projet en vire, bah, du coup, là, t'es dans un process ultra normalisé, ultra processé, standardisé avec l'archi, l'économiste de la construction, l'AMO, le MOX, enfin tous ces intervenants qui sont d'ailleurs des termes un peu complexes, mais bon, dont on apprend à connaître les missions et les responsabilités des uns et des autres. Mais tu te sens vachement plus accompagné, en fait. Tu vois, tu te sens pas délaissé que si tu te dis, bah tiens, je vais prendre un appart, je vais le faire rénover par une boîte ou avec un plombier, un électricien, un plaquiste et un peintre, et puis je vais le remettre sur le marché, quoi. Clairement. Eh ben, merci beaucoup d'avoir partagé tout ça avec nous. Bah écoute, merci à toi. C'est déjà fini. On arrive ça. Ouais, on parle beaucoup. Okay. On arrive sur la fin. Non, c'est cool. C'est un beau parcours de marchand. Félicitations pour tout ce que tu as. Écoute, merci. Honnêtement, je trouve qu'il faut rester très humble. J'ai pas du tout ni la sensation d'avoir fait des choses extraordinaires, ni le sentiment d'être plus fort ou meilleur que les autres. Mais on essaye de faire des choses et d'avancer, quoi. C'est le plus important. Ça marche. Merci beaucoup, Romain. Je t'en prie. À bientôt. À plus. Bye, Paco. Si cette conversation t'a plu, je te recommande les épisodes 230 avec Valentin et 244 avec Valérie, 2 autres exemples de reconversion réussie dans l'activité de marchand de biens, également au sein du cercle. Bonne découverte.